Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur NEDAP NV? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers la Top Newsletter est dans la description de la vidéo. Alors, ici, on va aller très rapidement. Donc, on a une croissance des revenus, stabilité ou croissance. On a un revenu qui est croissant ici. Très bien. Mais comme d'habitude, on doit aller vérifier pourquoi. D'accord? Parce qu'on ne veut pas se retrouver avec une compagnie qui a une situation exceptionnelle. Est-ce que c'est par rapport aux acquisitions? Est-ce que c'est de manière organique? On doit vérifier tout cela. Ensuite, on vérifie la marge brute. Est-ce qu'on a une stabilité, une croissance de la marge brute? On constate ici qu'à partir de 2016, on a une explosion de la marge brute vers le haut. D'accord? C'est bien, mais il faut aller vérifier pourquoi. OK? Pourquoi? C'est le pourquoi qui est toujours intéressant. D'accord? Donc ici, on voit que la marge brute est plutôt stable depuis cette période-là. OK? Maintenant, on regarde la marge EBITDA. C'est pas la même chose. D'accord? Donc ça, ici, à ce niveau-ci, je pense que c'est plutôt c'était une nouvelle loi comptable qui a été passée ou des choses comme ça, mais une augmentation de la marge brute de près de 12%, une différence de par rapport à entre 44 et, et 67%, on a presque 50% de différence ici. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu une augmentation également de la marge EBITDA sur la même période? C'est pas qu'il n'y en a pas eu, mais très timide. On dirait même que c'est la même chose. Donc, ici, je ne pense pas qu'on ait une augmentation de la marge EBITDA. La marge EBITDA est plutôt stable. C'est juste une question de, je pense qu'il y a eu une modification de la loi comptable, des normes comptables à ce niveau-ci. OK? Donc, il y a peut-être une charge ici. Il y a une charge qui était légèrement ici au niveau du coût des marchandises vendues, qu'on a plutôt peut-être rajouté maintenant, plutôt au niveau ici des dépenses opérationnelles, ce qui a peut-être cet impact négatif ici. Mais on peut toujours aller vérifier ça ici en regardant les marges EBIT. EBIT margin, EBIT, on regarde ça ici. Qu'est-ce qu'on obtient? Non, on ne sait même pas ça. Donc il y a quelque chose ici d'assez bizarre. Donc l'EBIT margin n'a même pas changé. Donc à peu près, je sais, est-ce qu'on a une augmentation ici de la dépense en capital? Non, excusez-moi, la dépense opérationnelle, on pourrait aller vérifier ça. Dans tous les cas de figure, ce que je veux qu'on retienne ici, c'est que la marge brute n'a pas augmenté, elle est plutôt stable par rapport à ce qu'on a eu par le passé ici. Quand vous regardez les marges EBITDA, c'est plutôt stable également. Les marges nettes ici, les marges opérationnelles également sont stables. Ok? Donc on a plutôt une stabilité. D'accord? On continue. Après ça, on va regarder les marges pas les marges, mais on va regarder le nombre d'actions. Est-ce nous avons un nombre d'actions qui augmente ou bien qui diminue? On a plutôt une, voilà, je dirais plutôt une stabilité parce que faut faire attention. Ça, c'est la différence entre ces deux éléments. Si c'est 100 000 actions. D'accord? Donc, c'est rien du tout. OK? Donc, on a plutôt une stabilité des bénéfices du nombre d'actions ici. D'accord? On va continuer. Ensuite, après le nombre d'actions, on a à peu près net income et free cash flow. Est-ce que les deux parlent le même langage? Quand on les met sur le même graphique ici, on aura tendance à dire que les deux parlent le même langage. Ok, je ne cherche pas à avoir précisément raison, comme je dis toujours. Ok, je veux voir que les deux aillent dans le même sens. Je m'attends à des zigzags. Ok, vu qu'il y a des zigzags sur les free cash flow ici, je sais que c'est une compagnie qui est peut-être dans un business, la vente au détail ou des choses comme ça. Elle doit peut-être vendre un produit où c'est assez cyclique également. Donc, ou bien également un produit où il y a souvent un énorme besoin en fonds de roulement. Alors, ensuite, je compare les net income et les free cash flow. Donc, vu que les net income et les free cash flow vont dans le même sens, je vais prendre ici les net income et la marge du net income comme un proxy ici des marges de free cash flow. Donc, margin, net income, on va vérifier si on a à peu près une stabilité également. Donc, voilà. On a une stabilité des marges et de bénéfices nets ici, comme on peut le vérifier ici. Sur toute cette période, on a à peu près 8,18%. Sur les 10 dernières années, on a à peu près du 8,42% ici. Sur les 5 dernières années, on a à peu près du 8,76%. Donc, 20 dernières années, c'est à peu près 8,18%. Donc, on va se dire que c'est plutôt à ce niveau-là qu'on va se situer. OK? Toujours quand même aller vérifier dans les rapports financiers qu'est-ce que le management dit par rapport à cela. OK? Maintenant, le marché paye généralement combien de fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise? Je pense qu'on va être aux alentours ici de 15-17 fois les bénéfices, si je ne me trompe pas. On va quand même vérifier ça ici. En médiane, qu'est-ce qu'on obtient? Voilà, on a un business ici à 18 fois les bénéfices. OK. 17 fois en moyenne ici. Donc, en prenant ça, c'est par rapport aux 12 derniers mois. Si je prends les 12 prochains mois ici, qu'est-ce que j'obtiens? Voilà, 15-16 fois. Donc, je pense que le maximum, ça sera 17 fois les bénéfices. Comme je dis toujours, le chiffre, en réalité, toujours le garder en tête que ça reste un rendement. Quand je paye 10 fois les bénéfices, c'est 10% de rendement. Quand je paye 15 fois les bénéfices, c'est 6,6% par là.
OK, c'est ce que ça veut dire. Quand je prends 17 fois les bénéfices ici, c'est également c'est aux alentours de 5,88%. La question que je dois me poser, c'est est-ce que ce business-ci mérite s'échanger avec des rendements pareils? OK? Donc, si on a 5,88% ici, dépendamment du type d'activité, je peux me dire OK, technologie et l'information ici, slash vendeur d'équipements, instruments. Donc, on peut avoir ici des composés électroniques. Donc, on peut avoir un business qui peut avoir tendance à se négocier entre 15 et 17 fois les bénéfices. OK? Avec l'habitude, vous allez pouvoir retenir des PER moyens dépendamment des secteurs d'activité. Après également, je vous ai montré comment est-ce que vous pouvez aller le voir sur Guru Focus. Dans tous les cas de figure, on prendra ici 17 fois les bénéfices. OK. Maintenant, je vais aller regarder au niveau de l'estimation des analystes. Est-ce que c'est un business qui est assez prévisible? Bon, ça m'étonnerait que ce soit le cas, mais on va quand même aller vérifier. Alors, c'est un business, c'est vraiment 70% du temps ici, les analystes ont raison. OK, tant mieux. On constate également qu'elle paye un dividende qui est quand même assez fluctuant. Il n'est pas très stable non plus. Elle a l'habitude de payer une grosse partie de ce qu'elle gagne ici en dividende. OK, j'espère qu'elle n'a pas de dette. On regarde le niveau d'endettement ici. Voilà, elle n'a presque pas de dette, donc elle peut même se permettre de le faire. Dette nette sur EBITDA ici c'est presque zéro, là, c'est rien du tout. Elle peut se permettre de payer la totalité de ce qu'elle gagne en dividende. OK, elle peut se permettre de le faire. D'accord? Ça veut également dire qu'elle n'a pas d'idée ici en termes de. Elle n'a pas de meilleure idée ici pour pouvoir réinvestir ce capital-là pour les actionnaires. Donc peut-être qu'on a sur une entité qui est peut-être mature. OK? En tout cas, 15, 17, on était à 17 fois les bénéfices que je vais faire ici, vu que les années sont tendance à avoir raison, donc 60% du temps, enfin, on va se dire ici 65% du temps ici, ils ont raison. Donc, en prenant en considération les bénéfices nets attendus en 2025, à peu près 3,98 euros l'action, la question que je dois me poser, c'est est-ce que c'est durable? OK? Comment est-ce qu'elle va faire pour générer ce bénéfice net-là par action? D'accord? Il faut aller vérifier, est-ce qu'on a des relais de croissance? Donc, quand je prends le 3,98, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 60 euros un business qui pourrait me rapporter 3,78 euros d'ici 2025. Ça donne un rendement de 6,66%. Si je le prends ici, on sera presque à 15 fois les bénéfices par là. Si je le mets à 17 fois les bénéfices, 17 fois 3,98, ça me donne ici un prix aux alentours de 67 $. Donc, je dirais que cette compagnie est correctement évaluée. Celui qui voudrait l'acheter ici, c'est uniquement par rapport à ce dividende-ci. OK? Sans plus. Est-ce que le dividende aura tendance à croître dans le futur? Tout va dépendre ici de la croissance des bénéfices nets. D'accord? Mais j'ai un business qui a tendance à redistribuer une grosse partie de la majorité de ce qu'elle gagne ici. C'est quand même assez intriguant. Donc, en termes d'opportunités de croissance future, peut-être qu'il n'y a pas quelque chose d'exceptionnel ici. Dans tous les cas de figure, au prix actuel, c'est juste correct, juste pour un dividende. D'accord? Donc, si je l'achète, c'est uniquement pour le dividende, ce n'est pas par rapport à la croissance du prix. Mais maintenant, toujours aller vérifier quels sont les relais de croissance demain. OK? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter. Merci.